Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse participe actuellement au 8e sommet des Amériques des chefs d'État et de gouvernement qui se déroule au Pérou autour du thème « La gouvernance démocratique face à la corruption ». Le Premier ministre Jacky Lafontaine a indiqué jeudi au Sénat de la République que le pays est stable sur le plan sécuritaire, une déclaration qui n'a pas fait l'unanimité au grand corps. Lancement mercredi par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics de l'étude géotechnique devant faciliter la construction du nouveau palais national. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, participe à partir de ce vendredi 13 avril au 8e sommet des Amériques des chefs d'État et de gouvernement autour du thème « La gouvernance démocratique face à la corruption ». Les participants discuteront des thèmes liés aux valeurs démocratiques, entre autres le renforcement de l'éducation, la promotion de l'égalité des sexes, la promotion de l'application de codes de conduite pour les fonctionnaires, l'adoption de réglementations relatives aux déclarations de patrimoine des fonctionnaires d'État. Le président Moïse a indiqué en maintes occasions que la corruption est le principal fléau qui empêche le développement économique du pays. En ce qui concerne la prévention de la corruption dans les projets d'infrastructure, les participants à ce sommet s'engageront à promouvoir la transparence et l'inclusion des clauses anti-corruption dans les contrats de travaux publics d'infrastructure. Il s'agira également pour eux de consolider le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption. Les chefs d'État et de gouvernement s'engageront non seulement à créer au niveau interne des services spécialisés multisectoriels, mais aussi à promouvoir et à intensifier la coopération entre les secteurs bancaires et judiciaires et au niveau multilatéral en vue de recouvrer des avoirs. Pour la première fois, le président des États-Unis ne participera pas au sommet des Amériques. Outre M. Trump, les présidents vénézuéliens Nicolás Maduro et équatorien Lénin Moreno seront les principaux absents de ce sommet. Le thème « La gouvernance démocratique face à la corruption » résonne en écho dans plusieurs pays, dont le Brésil, le Venezuela, le Pérou, le Guatemala et l'Argentine. Haïti est un pays sécuritaire. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Jacky Lafontaine jeudi dernier. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale, qui répondait à une invitation de la Commission Justice et Sécurité du Sénat sur le climat d'insécurité dans le pays, parle de cas isolés et de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Une déclaration qualifiée d'irresponsable par plusieurs sénateurs présents qui se montrent choqués. Reportage Luxon Saint-Ville et Elsie Dieulassant. Je suis en mesure de dire qu'actuellement, Haïti est un pays sécuritaire. Il l'a dit à 2 reprises. Dans sa mise en contexte, Jacky Lafontaine tente de prouver aux sénateurs présents que le pays est stable sur le plan sécuritaire, à en croire le Premier ministre,
la recrudescence de l'insécurité serait virtuelle. Malheureusement, les nouvelles sont amplifiées par la technologie et je veux parler des réseaux sociaux. Baisse des cas de kidnapping, une police beaucoup plus efficace, des touristes à chaque période festive, entre autres arguments avancés par le numéro 2 de l'exécutif pour corroborer sa déclaration. Cependant, beaucoup reste à faire, a reconnu le président du CSPN, renouvelant son engagement à combattre la grande criminalité en Haïti. Au plus haut niveau de l'État, il y a une équipe qui travaille. L'équipe ça est là pour le correr police nationale. Au fur et à mesure, police ça, avec moyens que nous-mêmes nous mettons à disposition, nous avons fini. Et puis avec la participation de la population, bien sûr, parce que c'est tout le monde qui fait pour être capable d'impliquer dans l'insécurité. N'a pas arrivé à Haïti payeur, côté que nous sommes capables d'attirer des investissements, nous sommes capables d'attirer les touristes pour venir dans le pays. La salle de séance est stupéfaite. L'intervention du chef du gouvernement provoque un chuchotement incessant dans l'hémicycle du Sénat. C'est inacceptable, estime le sénateur de l'Ouest Antonio Cherami, visiblement étonné et scandalisé. L'autre jour, je me radio, je me rappelé la population que le Premier ministre ne peut pas vivre en Haïti. Nous avons aujourd'hui le Premier ministre n'a pas ni peur, pas ni crainte, et il pas même respecter la population où elle campe aujourd'hui. C'est pour la première fois Haïti en sécurité comme ça. Pour le parlementaire de l'opposition, le PM est totalement déconnecté de la réalité. Antonio Cherami, qui cite en exemple la situation de terreur qui s'installe à Martissan et ses environs, exige que lumière soit faite sur la provenance des armes à feu qui circulent dans ces bidonvilles. Depuis en 2013, à ma rentrée, nous n'avons pas jamais entendu des arrestations qui fait sous la question ça. Et je dis à nous, toute quantité de jeunes garçons qui amènent, nous connaissons jeunes ça n'ont pas l'argent. Nous allons poser problème qui côté rejoindre l'argent pour y acheter des armes ça et qui côté jeunes ça rejoindre des armes ça et qui est dans l'état qui a fourni quartier populaire ça aux armes qui permettent que jodi maman et papa petit obligé à courir quitter zone ça. Des sénateurs proches du pouvoir se sont montrés eux aussi choqués mais n'ont pas réagi au micro des journalistes. 20 parlementaires ont pris part à cette séance de travail qui s'est poursuivie à huis clos. Les récentes déclarations du Premier ministre Jacques Lafontaine sur la situation sécuritaire suscitent des réactions au sein des organisations de défense des droits humains. Plusieurs organismes qualifient d'inacceptable et d'irresponsable cette lecture du président du CSPN qui ne contribuera nullement à résoudre le problème de l'insécurité dans le pays. Selon l'OHDH et le collectif Défenseurs Plus, les faits prouvent que la situation sécuritaire se détériore, particulièrement dans certains quartiers populaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ça montre que le Premier ministre n'a pas de juridiction sur le territoire, il y a une série de domaines qui ne sont pas maîtrisés, ou bien il n'a pas de conseiller pour eux, ou bien il négligé. Comme l'insécurité, c'est surtout les gens dans le quartier populaire visé, le Premier ministre n'a pas de gens dans le quartier populaire. Ou bien le Premier ministre n'a pas tant de bruit, pas tant de cris, dans le quartier populaire. Donc, mettez problème d'insécurité sur nos réseaux sociaux, médias. Donc, moi, je pense que c'est un peu très méchant de la Premier ministre. Parce que c'est chaque jour, il y a un braquage, il y a 3 à 4 personnes qui mourent seulement dans la zone Port-au-Prince par jour. C'est le monitoring que nous faisons nous-mêmes dans les quartiers. Et sans ne pas oublier le problème qui gagne dans les villes provinciales, particulièrement dans les lignes frontalières. Côté, chaque jour, moun a mouru, moun a volé bêtes paysans. Parce qu'à chaque fois, il y a un cabrit paysan, ça constitue une forme d'insécurité. Parce que là, nous parlons d'insécurité, nous ne parlons pas de question de examen seulement. C'est toute condition qui menace les gens, tant sur le plan psychique, que sur le plan psychologique et sur le plan physique. La sécurité dans le pays, ce n'est pas par rapport à les sapates bon du tout pour évaluer. Ou évaluer par rapport à gens ça supposé. Les sapates bon lettre kidnapping, c'est un bail conjoncturel. Donc kidnapping était en vogue, il était conjoncturel. Mais maintenant, nous pas un phénomène ça encore en vogue dans le pays. Donc on va comparer une époque côté que tu as des rébellions avec une époque côté que plus ou moins il y a une certaine stabilité politique. Mais ça qui nous c'est que c'est à la longueur de journée que les gens qui tombé en babal. À la longueur de journée, il y a enlevé les gens. Regardez, fait à certains, regardez la police a mené opération dans Gravine pour chercher
notre confrère journaliste, les gagnants, les jeunes n'ont pas qu'à des hommes morts. Mais si il y a sécurité, ça, les hommes morts, ça fait quoi? Donc, il est clair que pas de sécurité dans le pays, l'État pour travaille assez pour mettre sécurité. Pas de chiffre exact sur quantité de monde qui est victime dernier jour ça parce que nous encore en période nous presque dans mi-temps année. Donc il est difficile pour nous faire une évaluation par rapport à la quantité de monde qui est victime, mais la situation actuelle n'est pas propice pour nous parler de situation en pays safe, sinon il a dit Haïti open for business encore chaque jour. Des travailleurs de la presse déplorent la passivité des autorités policières un mois après la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur. En conférence de presse ce vendredi, le regroupement de reporters locaux demande à la police nationale d'Haïti d'accélérer l'enquête relative à la disparition du confrère. Le RJRL craint que d'autres journalistes connaissent le même sort. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, l'ingénieur Fritz Caillot, ainsi que du directeur du Laboratoire national de bâtiments et des travaux publics, Yves Fritz Joseph, a assisté au lancement de l'étude géotechnique devant faciliter la construction du Palais national. Ces études devront fournir les données techniques permettant de mieux sécuriser le bâtiment. C'est ce mercredi 11 avril 2018 que les techniciens de ce laboratoire ont lancé les études géotechniques devant servir de base à la construction du nouveau palais national. L'on a construit un immeuble, ou pas, ouais, ça qu'a fait là, mais il y a pile de travail qu'a fait. Il y a pile de monde qui dit, bon, le président a posé la première pierre au palais national depuis le 12 janvier. Qui ça fait? C'est raison que ça a fait, je vous dis, là, pour le peuple à connaître, même si nous avons arrêté qui pour mettre sous pied mouvement pour construction palais. Ça veut dire qu'il y a un compte qui peut être ouvert à partir de ministère des Finances qui travaille pour comment pour respecter la loi qui permettre de nous ouvrir compte que tout le monde a participé, même gens jeunes dans la Cité Soleil qui ont 10 000 gouttes là, jeunes dans la commission jeunesse qui ont 250 000 gouttes, chaque 25 000 gouttes par département. Ça veut dire nous commençons à gagner cob non mais nous pour un côté pour nous déposer. C'est pour ça que nous avons pris une décision pour prendre un arrêté qui va permettre que il y ait un compte qui fait dans la banque pour qu'il y ait transparence dans le monde pour garder pour qui ça a fait. Ce n'est pas seulement l'équipement pour nous. Après le tremblement de terre, l'État haïtien, à travers la faculté des sciences, a un groupe d'ingénieurs qui est parti, qui a une formation, qui a un niveau doctorat. Actuellement, oui. Actuellement, nous avons plusieurs docteurs dans le niveau ça, en géosciences qui sont dans le pays. D'ailleurs, gagné en formation en master 1 et 2 dans la faculté des sciences, côté n'a formé de jeunes ingénieurs dans le niveau maîtrise en géosciences. Le leader de l'opposition, Moïse Jean-Charles, annonce un nouveau calendrier de protestation. Selon l'ancien sénateur, les autorités entreprennent un ensemble de manœuvres dans le but de détourner l'attention sur le dossier Petro-Caribé. Nouveau calendrier ça, qui ça le dit? Les 19, j'ai dit qu'on venir là, nous avons dans quelle capitale là? Les 19 encore, nous avons dans Ville-aux-Cailles. Les 20, date anniversaire nous. Nous ne pouvons pas faire fête nous-mêmes. Mais nous allons dans la rue dans le Cap haïtien. Pour nous continuer la mouée. Jusqu'à ce que les peuples haïtiens nous jouent justice avec les gens qui volent l'argent de Caribé, avec Jovenel qui a crasé payant. C'est dans le contexte ça, Cap haïtien pour lever les 20, dans le matin et dans l'après-midi, nous avons dans Milo, ville natale. Nous. En même temps, les 21, dans la ville Jérémy, pas de gros lever campé. C'est lever campé ça pour qui ça? Son mouvement non-stop nous lancer jusqu'à ce que nous venions faire Jovenel Moïse, qui crase les paysans, qui mettait tout haïtien dans une situation difficile. Tout le monde qui a l'argent, il faut mettre le Caribé dans la main. Nous pouvons passer devant tout le monde pour nous demander dès qu'il prévient, il ne peut pas mettre l'argent ça. La journée nationale de la diaspora sera célébrée le 20 avril prochain.
À cette occasion, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a lancé ce vendredi une semaine d'activité pour marquer cette date. Le thème retenu cette année, vers une meilleure intégration de la diaspora pour une Haïti plus forte et plus prospère. Suivez tour à tour les explications de la ministre et de la directrice générale du MAV, Stéphanie Auguste et Yolette Mingual. Nous connaissons Journée nationale diaspora, c'est le 20 avril, son seul juillet. Mais nous-mêmes, dans le ministère, nous avons décidé pour nous prendre toute une semaine pour nous vraiment impliquer la diaspora, montrer que l'investissement, c'est beaucoup plus dans l'implication que nous avons besoin que nous investir. Ça veut dire venir porter eux-mêmes, venir porter connaissances, venir porter savoir dans le développement du pays. C'est vrai que vous voyez pour transfert d'argent 2 milliards de dollars, mais nous connaissons tout que comme ça, il y a plus à consommation. Mais ça, nous avons besoin, c'est expérience, compétences et puis venir investir dans le pays. Nous choisissons ça parce que l'intégration diaspora, j'en nous dis là, c'est un bagage qui peut faciliter processus de développement économique politique dans le pays. Nous sommes conscients de l'apport diaspora apporté à pays d'Haïti dans la question de transfert d'argent qui est évalué à environ 2 milliards de dollars. Mais nous sentons tout, diaspora chaque jour a demandé intégration beaucoup plus. Mais le ministère là, à travers l'objectif li fixé, il voulait que diaspora intègre plus. Et le diaspora intégré plus, c'est pays qui bénéficient. Donc pays qui déjà sur rail développement avec l'administration Moïse Lafontaine, investissement diaspora pour le permettre de développer beaucoup plus. Nous pour le Haïti plus prospère et plus forte. L'écrivain haïtien Franck Etienne a célébré jeudi son 82e anniversaire. Entouré de sa famille et de ses amis, il a organisé une activité culturelle pour marquer cette date. Franck Etienne a fait remarquer qu'il a déjà réalisé plus de 6000 tableaux et écrit plus d'une 60aine d'ouvrages. Je bénéficie du souffle de mes parents morts, de mes amis morts, et je bénéficie d'un souffle mystérieux, celui de cette énergie universelle qui est à travers tout l'univers, qui n'a pas de visage, excusez-moi, qui n'a pas de main, qui n'a pas de jambes, mais qui est ce souffle immense qui traverse tout l'univers et que certains appellent Dieu et que chez nous on appelle grand maître et que les maçons appellent le grand architecte. Moi je l'appelle cette énergie universelle qui est dans toutes les particules, qui est dans notre vie, qui est dans toutes les choses, qui est dans ce qu'on a appelé la matière, alors que de nos jours, la science a montré qu'on ne peut pas parler de matière, mais plutôt de psychomatière, car toutes les matières sont des particules qui sont en communication et qui accumulent de l'énergie, qui accumulent de l'information et qui transmettre ces informations à toutes les autres particules, même à celles qui sont du plus profond, du plus très fond de nous-mêmes. Et bien à partir de ce moment, j'ai commencé à m'initier à la physique relativiste d'Einstein. Ensuite, à la microphysique, la physique des particules élémentaires, la théorie des quanta de Max Planck et de Niels Bohr. Je suis arrivé à découvrir l'existence de cette énergie qui est partout, qui est dans toutes les choses qui se trouvent dans cette enceinte, en dehors de cette enceinte, en dehors de Haïti, en dehors de la planète solaire, de la planète qui tourne autour du Soleil, en dehors de tout, en dehors de notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée. Eh bien, cette énergie, pour moi, c'est ce Dieu qui est dans chacun de nous. Voilà, la boucle est bouclée.
Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.